Salam alaikum, Az-Zulf Laoun. Bonsoir. Ahmed Yahya a reconnu samedi avoir revendu au marché noir des lingots d'or offerts par des hôtes du Golfe, un aveu fait lors de l'ouverture d'un procès. On appelle pour corruption d'ex-dirigeants de l'ère Bouteflika. Ce nouveau procès intervient après que la Cour suprême a accepté le pourvoi en cassation de la défense. Une quinzaine de personnalités, anciens ministres, puissants patrons et hauts fonctionnaires sont accusés de financement occulte de la dernière campagne électorale de Bouteflika début 2019. Il s'agit donc d'un nombre important de lingots d'or offerts par les émirs du Golfe qui viennent chasser en Algérie. Selon le mis en cause, il les a proposés à la Banque d'Algérie qui a refusé de les prendre. Je les ai alors vendus au marché noir pour 350 millions de dinars. Yahya, qui se prenait pour le parangon de la vertu, l'incorruptible, le chantre du patriotisme économique, vient de nous lâcher une bombe qui va faire des dégâts au sein du système. Depuis de nombreuses années, le pillage de la richesse algérienne connaît une accélération folle pour des montants jamais égalés. Le dépeçage de l'Algérie n'est pas nouveau, mais il semble que ceux qui se sont nourris sur la bête multiplient leurs crimes et ne veulent plus laisser un seul bout de chair sur les os. Les déclarations d'Yahya, c'est l'arbre qui cache la forêt. Jamais l'Algérie n'a connu autant de scandales financiers que durant ces dernières années, sans que la justice, souvent très prompte à réagir lorsqu'il s'agit de délits d'opinion, ne joue son rôle. Quel crédit peut-on accorder à la campagne contre la corruption que mène le régime contre des anciens commis de la République, sachant que de nombreuses affaires de dilapidation de deniers publics se sont terminées en queue de poisson et les personnalités impliquées ont été préservées, voire promues à des postes supérieurs dans les institutions de l'État. Sommes-nous devant une chasse aux corrompus ou à ceux qui ont franchi la ligne rouge des vrais détenteurs du pouvoir? La gestion de notre pays se réduirait-elle à des règlements de compte entre clans du régime? Le chef de la diplomatie algérienne, M. Sabri Boukadoum, qui a déclaré après le retour de M. Tebboune en Algérie que l'Algérie va passer à la vitesse supérieure pour relever tous les défis qui posent à elle aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il va nous sortir, M. Boukadoum, après avoir appris que M. Tebboune est reparti en Allemagne pour une petite intervention chirurgicale, nous disent-ils. L'Algérie passera-t-elle à la marche arrière? Comment on dit chez nous avancer à l'arrière? M. Tebboune repart en Allemagne et laisse notre pays dans un climat chrysogène, une situation qui se complique tous les jours à tous les niveaux, par une lutte acharnée au sommet de l'État. En face, un peuple patient, attentif, exigeant, qui demande la rupture avec ce mode de gouvernance. Sauvons notre pays avant qu'il ne soit trop tard. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين ضاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك من غير بوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية
Déclaration d'Ouihia, les triomphes de la République, c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Abdelhak Sarab, médecin analyste et analyste politique qui sera avec nous via Skype depuis la France. Docteur Abdelhak Sarab, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Bonsoir Nasser, Azul Fillaoun. Bonsoir tous les téléspectateurs. Marhaba bik, Azul Fillak. Merci docteur. On aura aussi le plaisir d'avoir Adel Jabbar, analyste politique, qui sera avec nous depuis le Canada via Skype aussi. C'est Adel, marhaba bik. Bonsoir. Allah yassalmak Nasser, moi je te dis bonjour ou bon après-midi parce qu'il est encore 12h30 ici. Bienvenue à tous vos invités, puis un grand salut à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Et je vais te dire, Azul Fillaoun, je t'ai promis que je commencerai à apprendre le kabyle. J'ai commencé. Très bien. Azul Fillaoun, c'est Adel. Merci Azul. beaucoup. Azul, merci. On aura aussi le plaisir d'avoir professeur Smaïl Almas, économiste, qui sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Aussi, on aura avec nous Mohamed Iwanouran, qui est journaliste, confrère qui sera avec nous aussi depuis Alger. C'est Adel Jabbar, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Donc, comment vous avez trouvé les déclarations d'Ahmed Ouihia, l'ancien Premier ministre, qui donc a fait des déclarations hier qui parlent de lingots d'or. On est arrivé donc à des lingots d'or et ces lingots d'or ont été vendus sur le marché noir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations à Adel Jabbar? Pathétique et misérable de la part de quelqu'un qui se prétendait être le champion de la vertu. C'est affreux, c'est terrible. Pour moi, ça conforte mon point de vue sur ce pays clochardisé par cette secte de bandits. L'Algérie est devenue une gléla et le square. C'est tout, ça se limite là. Maintenant, pour dire qu'il a voulu remettre cet or-là à la banque, parce que cet or-là, c'est l'équivalent de l'argent en cash. C'est un acte de corruption avéré. Les cadeaux sont identifiés dans les pays qui se respectent. Les cadeaux reçus dans le cadre de l'exercice de ces fonctions sont automatiquement enregistrés et publiés chaque année. Ils peuvent être gardés pour une jouissance temporaire, aussi bien par le récipiendaire que par son épouse, s'il s'agit d'or, de colliers, de bracelets, etc. Mais à la fin de son exercice, à la fin de son mandat, il doit obligatoirement les rendre et les restituer au trésor public. On ne les vend pas à la banque. C'est un patrimoine qui appartient au pays, on le remet aux gardiens du patrimoine, en l'occurrence le trésor public. Donc ce gars-là est encore en train de nous blouser. Ce que je trouve de particulièrement grave, c'est que s'il y a une dizaine d'années, on a vécu une décennie rouge où 250 000 d'Algériens ont été exécutés, tués froidement et 25 000 disparus, à huis clos, parce qu'à l'époque l'information ne circulait pas, mais aussitôt qu'on a pu accéder à d'autres formes d'informations alternatives, on a vu que c'était un carnage. Je vous assure que demain, ces histoires de lingots d'or, ces histoires de millions de dollars, ces histoires de milliards de dollars nous sembleront être un cure-dent ou un casse-croûte pour cette secte de bandits. Nous allons nous réveiller en apprenant probablement que notre pays est hypothéqué sur 200 ans ou pratiquement vendu à notre insu. C'est ce que j'ai à dire en entrée de matière. Adel Jabbar, est-ce que vous pensez que les déclarations d'Ouihia étaient calculées, si on peut dire, et visent des personnes, bien sûr, du système, lui qui a été lâché, donc il fait des déclarations. Est-ce que vous pensez que il y a cette intention de faire impliquer d'autres personnes ou même tout le système de fonctionnement? Mais lui, c'est l'enfant, c'est le pur produit de ce système cancéreux, cancérigène, gangréné, mauvais, antinational. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dénoncer à demi-voix ses acolytes et ses complices. Nous savons tous que c'est des corrompus notoires.
Nous savons tous qu'en Algérie, il y a une armée notoirement corrompue qui a la main basse sur la ville. Comme avait dit quelqu'un, une armée sans éthique est une bande armée. Nous avons, nous, une bande armée avec des civils qui sont serviles, qui sont là à sa disposition, et puis elle les utilise comme une serpillière, comme un torchon. Le jour où on n'en a plus besoin, elle les jette, c'est tout. C'est ce qui lui est arrivé à ce monsieur-là. Quand il était au plus haut de son arrogance, il ne disait pas à propos d'un militant politique de l'ouest du pays, je pense qu'il s'appelle Hassan Bourras, qui faisait une grève de la faim pour protester contre les conditions. Vous m'avez tendu, vous m'avez tendu la perche, Adel Djebbar. Vous m'avez tendu la perche. Vous êtes en train de parler. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Oui, s'il vous plaît. Je me rappelle. Vous m'avez tendu la perche. Je vais essayer juste de vous faire écouter. Je vais essayer de vous faire écouter donc ce qu'a dit donc Ouihia à propos de Hassan Bourras, le journaliste Hassan Bourras, bien sûr, qui était en prison, qui était en grève de la faim. Ce qu'a dit Claré, bien sûr, sur la chaîne Al-Magharibiya. Magharibiya avait parlé, bien sûr, de la chasse qui était donc pratiquée par les émirs du Golfe, mais qu'on accusait ce temps-là la chaîne de main étrangère ou même de la chaîne de Adou, Qanat al-Adou, comment il l'avait donc dit. On essaie d'écouter ce qu'a dit Ouihia à propos de Hassan Bourras, le journaliste, et de la chaîne Al-Magharibi. غلق مؤسسة إعلامية ولو أنتم إعلاميين ونحييكم ونحيي معركتكم ونحيي شهدانا من عائلة الإعلام في سنوات الجحيم. هذا ما يعطيش حق لتجاوز بعض الحدود. نعطيك مثال، قناة تاع عدو مغربية تنشط هنايا، صحفيها حكموه قضائيا في البيض، الناس يقول لك داير اضراب على الطعام. يدير اضراب على الطعام على روحه، عندنا حق ندافع على دارنا. الانترنت ماهوش ابني، عائلتي كلها، ولادي في زوج عندهم شركات، نذكركم ولادي هم رجال وفي سن الرشد وعائلاتهم، الحمد لله ما قالوا لكمش حكموهم يبيعوا الشراء ولا حكموهم يديروا لامبور ما نعرف، بل حتى اكثر من ذلك. حتى زوجتي عندها شركه وتاع كذا وكذا، الشركه تاع زوجتي اللي ما دفعتليش العشور عليها، نقول لكم اللي لقاها فيكم نعطيها له اباحه ونجيب مدام يحيى تمضي. الحمد لله رانا في الساحه العموميه الان ما يقارب 20 سنه، رفدوا وحطوا، كسبت الدنيا كل، كسبت الكيران، كسبت المطاحن، كسبت الفيلات، كسبت حتى شركة تاع طيران في بلدان الناس. ياك الحمد لله كنت في السلطة وكنت خارج في السلطة، كلام هذا ريح في برنا. Je reviens à vous, donc ça c'était les déclarations d'Ouihia. Très rapidement, Adel Djebbar, si vous voulez donc rebondir sur ces déclarations, je vais passer la parole à Dr Abdelhak Salah. D'un voyou, d'un menteur invétéré qui a toujours vécu de la rente. Aujourd'hui, hier, il se plaignait en face des Algériens pour dire « je me suis bagarré avec ma femme parce que je n'avais pas d'argent pour lui acheter un fauteuil en cuir ». Aujourd'hui, le monsieur, on trouve chez lui 35 milliards. 35 milliards, je vous dis, c'est un cure-dent. Pour ces gens-là, c'est pour s'amuser, c'est pour passer des vacances. Maintenant, ce qui me fait très mal, c'est que hier, comment dirais-je, il disait du bien de cette justice qui a condamné Hassan Bourras et qui a condamné les autres militants. Mais aujourd'hui, il veut avoir pour lui une justice à la suédoise. À la Suisse, ça n'existe pas. Moi, je me rappelle le mépris, l'arrogance et le rictus criminel de ce monsieur-là quand il a incarcéré des cadres. J'en ai beaucoup de mes amis qui ont été, dont la vie a été détruite. D'autres sont morts en prison, d'autres sont devenus fous. Ce monsieur est un criminel, il mérite les pires châtiments. Très bien, restez avec nous, Adel Djebbar. On va donner la parole à Abdelhak Sarrab. Abdelhak Sarrab, je vous remercie encore une fois d'être avec nous ce soir dans cette émission. Vous avez entendu donc l'intervention de Adel Djebbar sur cette question, sur ces déclarations
Ouihia, que beaucoup, bien sûr, d'Algériens connaissaient qu'il y avait ce genre de corruption, mais que ça soit révélé ou par Ouihia, là on se pose la question. Pourquoi Ouihia a révélé donc ces pratiques, ce qu'il a fait? Est-ce qu'on peut penser qu'Ouihia, c'est l'arbre qui cache la forêt, si on peut dire? Oui, effectivement, le comportement de M. Ouihia rappelle un peu le fameux film avec Clint Eastwood, Le Ban, la Brute, Le Truand, Les Lingots d'Or, la Poignée de dollars, les films cow-boy, là où il y avait le shérif, mais il n'y avait pas de loi. Il y avait un shérif, mais personne ne respectait la loi. C'était les États-Unis il y a 300 ans. Mais pour rester dans la logique des choses, le comportement de M. Ouihia est un symptôme. La fièvre n'est pas une maladie et le comportement de M. Ouihia est un symptôme qui appartient à une grande maladie qui s'appelle l'absence de l'État, l'absence des institutions, l'absence d'un contre-pouvoir, l'absence d'une justice indépendante. Alexandre Hamilton, l'un des pères fondateurs des États-Unis, disait si vous donnez le pouvoir absolu à une minorité, elle opprimera la majorité. Et si vous le donnez à une majorité, elle opprimera la minorité. Comment faire? Il faut séparer les pouvoirs. En l'absence de séparation de pouvoir, en l'absence d'institutions, le comportement de M. Ouihia et d'autres responsables algériens, ça c'est le début. M. Ouihia a déclenché un processus de dénonciation. Il dit « nous sommes un groupe de corrompus ». Donc c'est le début. Mais pourquoi il y a tant de corruption? Parce qu'il y a ce que les Anglais appellent les gatekeepers, les garde-fous. Où est-ce qu'il est le Parlement indépendant? Où est-ce qu'elle est la justice indépendante? Où est-ce qu'ils sont les médias? Où est-ce qu'ils sont les institutions? Quand on ne bâtit pas un État, quand on démarre dès 62 sur la mauvaise voie, on aboutit à ce genre de comportement. Et donc, il va falloir qu'on étudie effectivement la fièvre, mais il faut surtout savoir pourquoi l'Algérie a de la fièvre. Le comportement de M. Ouihia n'est qu'un symptôme qui cache derrière une maladie très grave, c'est l'absence d'institutions en Algérie. Abdelhak Sarrab. Oui. Très bien. Abdelhak Sarrab, si vous avez donc parlé de cette maladie du système, comment vous voyez les choses face à ces graves déclarations, bien sûr? Est-ce que vous pensez que Ouihia voulait impliquer tout le système? Vous savez, M. Joudi, le système algérien est fait d'un pouvoir réel, fait par des gens intouchables, qu'on ne voit pas, qu'on ne palpe pas. Et c'est ça la crise, parce que normalement, quand vous êtes au pouvoir, vous êtes comptable devant l'électorat. Si vous ne tenez pas vos paroles, si vous n'avez pas appliqué votre programme, un homme politique arrive au pouvoir suite à des élections. Mais quand vous avez un pouvoir réel qui se cache, qu'on ne voit pas, qui ne se présente pas aux élections, et vous avez un pouvoir apparent représenté par M. Ouihia, qui n'est qu'un fonctionnaire. Là, il est en train de dire, vous êtes en train de me lâcher, moi, le pouvoir apparent, celui qui n'a aucun pouvoir, au fait. Vous me lâchez parce que vous êtes dans l'embarras. Eh bien, je vais dénoncer tout le monde. Je suis un corrompu et j'ai été désigné par des corrompus. Il est en train d'attirer l'attention des Algériens sur une réalité historique. Depuis 62, on a un pouvoir apparent et un pouvoir réel. Et il va falloir, et c'est ça la crise algérienne au fait. On ne peut pas avancer sans une vie politique. Quand vous avez un pouvoir réel, qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, qui ne se présente pas aux élections, qu'on ne peut pas juger, qu'on ne peut pas sanctionner par des élections, qu'est-ce qui se passe? On aboutit là, aux lingots d'or, aux poignées de dollars, à Clint Eastwood, à Ouihia, à l'anarchie. Nous sommes dans l'anarchie en l'absence, une fois de plus, des gatekeepers. Il nous les faut, ces gatekeepers. Il nous faut des élus qui surveillent, qui contrôlent, un contre-pouvoir. Mais c'est ça la vie politique.
Sans une vie politique, on ne peut vivre que dans l'anarchie. Et un des symptômes de cette anarchie, c'est cette vente par un Premier ministre de lingots d'or au square d'Alger. C'est ça la faillite. C'est ça la faillite. Très bien. Restez avec nous, docteur Sarab. Adel Djebbar, je vais revenir à vous. Il y a aussi certains qui essayent de nous faire avaler la pilule, si on peut dire, et peut-être qu'il y a aussi des Algériens qui pensent que ce régime en place, que Tebboune et compagnie sont en train de combattre cette corruption. Ils peuvent dire aux Algériens, regardez, on vous a parlé d'un régime de Bouteflika qui était corrompu, qui a mis le pays à genoux, et vous allez voir, vous avez entendu hier Ouihia faire donc ces déclarations, et on est en train de combattre ce régime. Quelle est votre réponse par rapport à ceux qui pensent de cette façon? Bon, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Moi, je sais que Tebboune n'est pas issu de la cuisse de Jupiter. Il n'a pas le sceau de la prophétie dans son dos. C'est un gars qui a mangé dans le système qu'il a produit depuis 1971. Il a servi, y compris à genoux, devant tous les Algériens, Bouteflika, qu'il dénonce actuellement. Moi, j'ai vu la déclaration, avant de vous parler maintenant, de ce Tebboune-là qui s'apprêtait à déclarer aux Algériens qui s'envolaient en Allemagne pour une petite chirurgie. Il le disait d'une manière tellement sarcastique que ça m'a agacé. Je me suis dit, une petite intervention chirurgicale en Allemagne, c'est une grave insulte au corps médical algérien. Lui qui déclarait que nous avions le meilleur système de santé dans la région et en Afrique, il part pour se faire opérer. Ce qui m'a agacé le plus, et c'est ça que je ne veux plus entendre de la part de ces charognards, de ces illégaux, de ces clandestins qui ont privatisé ce pays. Il disait الجيش الوطني الشعبي على رأس الجزائر، أني مودع الجزائر ولكن راني يعني ما نودعها جسديا، والجيش الوطني الشعبي راه هنا والمؤسسات الوطنيه هنا. Et le pire et le drame que je n'ai jamais entendu de ma vie, y compris chez les primitifs de l'Afrique centrale, il déclare ولكن الحكومه فيها وعليها، c'est-à-dire الخردة. On est on va revenir à العقيبه ولا تاع بوفاريك الطماطم مليحه كيما تاع اللي كانوا يديروا لنا بكري، يحط لك البطاطا المليحه من قدام ومن اللور هكذا يطبع لك، tu vois. Et donc on est dans ce système là, c'est l'esbrouf, c'est encore la ruse des gens insignifiants. نقول لكم حاجه يعني moi je suis connu pour mon langage, والله العظيم des gens pareils s'ils étaient dans un pays comme le Canada, والله ما تحطهم حتى يخدموا في les tables نتاع الحلوف. Parce que parce qu'ils ne disent jamais la vérité, ils ne font pas leur travail, ils ne sont pas consciencieux, ce n'est pas des professionnels. أنا aussi اللي يغدني ويأثر عليا سي نقول البلاد هذه ماتوا عليها 1.5 مليون ناس. أنا من الفاميليا تاعي راحوا en pagaille. خويا الكبير مات بالسلاح à l'âge de 20 ans. Je ne fais pas sa promotion ici, mais je me dis il n'aurait pas dû se sacrifier pour que des imbéciles comme ça, des bandits, des voleurs, des corrompus puissent prendre ce pays-là en coupe réglée et en faire ce qu'il veut. Ils n'ont aucune chance, même pas de survie avec un régime pareil. Ils n'ont aucune chance. À partir de janvier, et puis ils s'en foutent royalement, tant que l'Askar. Et lui, je reconnais en lui une petite honnêteté, entre guillemets, c'est qu'il est en train de remercier les gens qui l'ont ramené. L'Askar ou le Jish ou l'Askar. C'est ses employeurs. Il n'a jamais tourné le dos pour dire, écoutez, on va mettre en place un système démocratique, on va aller vers des parlements, on va aller vers une séparation de pouvoir, on va aller vers des élections libres, etc. Non, c'est l'Askar. Et donc, c'est à nous de comprendre définitivement ce régime est hermétique, il ne changera pas. Il ne changera que le jour où il y a une véritable force qui est présentée par le peuple et qui lui dira basta, la vieillerie, la brocante que vous constituez et qui est en train de saccager ce pays-là. Ils n'ont pas quoi manger. Ils viennent de dépenser quelques dizaines de milliers de dollars pour payer un torchon qui s'appelle le New York Post
pour nous sortir un sondage dans lequel ils disent 60% des Algériens sont contents et satisfaits du travail de Tebboune et son équipe. Je pose la question à ce Tebboune et son équipe. Si 80% des Algériens n'ont pas voté, comment se fait-il que 60% d'entre eux soient satisfaits du travail inexistant? On a vu Hukuma complètement. Enfin, Hukuma, mais c'est pas Hukuma, c'est une bande de malfrats. Je vous ai dit un jour que ceux qui vont venir sont beaucoup plus dangereux que Ouya, Sillal ou Dabbas, etc. Parce que c'est des affamés. Et ils vont encore يقصروا الحيوط نتاع الجزائر لا بانتور ينحيوها كون يسيبوا ينحيوها يديوها يبيعوها بيرتاحوا parce qu'ils savent qu'ils ne durent pas. Restez avec nous, Adel Djebbar. Vous avez parlé bien sûr du retour de Abdelmadjid Tebboune en Allemagne pour une petite. Donc on nous a dit qu'il s'agit donc d'une petite intervention chirurgicale. Bien sûr, la question pourquoi elle n'a pas été faite en Algérie, puisque lui qui a déclaré que nous avions le meilleur système sanitaire en Afrique et aussi au Maghreb. On va essayer, je ne sais pas si on a avec nous le professeur Smaïl Lalmas qui est économiste, s'il est prêt, s'il est avec nous. Professeur Smaïl Lalmas, non, il n'est pas prêt encore. Donc, on va essayer on va vous donner la parole à Abdelhak Sarrab, mais avant de vous donner la parole, on va essayer d'écouter ce qu'a dit Boukadoum, donc soundbite de Boukadoum si c'est possible. Boukadoum, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères, qui a déclaré, je cite, que l'Algérie, après le retour, bien sûr, de Tebboune en Algérie, que l'Algérie va passer à la vitesse supérieure pour relever tous les défis qui se posent à elle aujourd'hui. On l'écoute. العديد من المسائل لا تستحق حضور الرئيس والحمد لله هو رجع على البلد وستكون الوتيرة يعني نزيد نعلو في السرعة في الرد على والتحدي والرد على جميع التحديات. Donc ça c'était les déclarations de Boukadoum qui nous a dit que le retour de Tebboune en Algérie après son absence 2 mois en Allemagne. On pensait qu'il était en convalescence, qu'il est rentré donc définitive. Et là, on apprend aujourd'hui que Tebboune va repartir en Allemagne. On va essayer d'écouter Abdelmadjid Tebboune. Qu'est-ce qu'il a dit juste avant son départ en Allemagne aujourd'hui? On l'écoute. أيها المواطنات والمواطنون، كما كان مبرمج منذ مجيئي من بداية الشفاء ألمانيا، كان مبرمج أن أعود لاستكمال بروتوكول الذي سطره الأساتذة. له بروتوكول ما تبقى إلى شيء قصير قليل جدا، ولكن بالضرورة لازم ننتهي وإلا نضيع كاع الشيء اللي ندار من قبل. وممكن تكون في عملية بسيطة جراحية على الرجل. مهم مدة الغياب إن شاء الله نتمناها وإن شاء الله تكون قصيرة جدا، وحتى إلى غادرت البلاد جسديا أنا متابعة يومية مع كل المسؤولين ومع كل وشاكر التجنيد تاع المسؤولين وبالأخص الجيش الوطني الشعبي سرير جيش التحرير على كل المجهودات اللي مبذولة في مساعدة المواطنين وفي إرساء الطمأنينة على مستوى الوطن، وكذلك مؤسساتنا المنتخبة الحمد لله يعني الدولة واقفة ما زالت ماشية، والحكومة مثل ما قلنا فيها وعليها إن شاء الله. Docteur Abdelhak Sarrab, je vais revenir à vous. Donc Tebboune qui repart en Allemagne, on n'arrive pas à comprendre. Vous êtes médecin, vous pouvez peut-être nous expliquer. Est-ce que c'est dû au Covid, aux complications du Covid? Lui qui parlait bien sûr d'une période de convalescence juste après son intervention sur Twitter et qu'il avait déclaré qu'il rejoignait donc l'Algérie très prochainement.
Donc tout le monde a dit que le retour de Tebboune est positif, surtout ceux qui étaient autour du régime. Mais là, on se pose la question, qu'est-ce qu'il a vraiment Tebboune? Le jour où il est rentré, il y a 15 jours, on l'a vu, il y avait un pied droit où il portait ce qu'on appelle la chaussure de Barouk. La chaussure de Barouk est une chaussure à talons prolongés. Il y a beaucoup plus de talons que de semelles. Pourquoi? C'est pour décharger la partie antérieure du pied, c'est-à-dire les orteils et juste ce qui suit, les tarses. On les décharge. Pourquoi? Soit il y a une fracture, ce n'est pas le cas de M. Tebboune. M. Tebboune était hospitalisé dans un service de réanimation. Il ne peut pas avoir une fracture des orteils ou de l'avant-pied. Donc, ce n'était pas une fracture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme hypothèse diagnostique? Je rappelle que je n'ai pas le dossier médical de M. Tebboune. Mais quand on voit la chaussure de Barouk, on comprend tout de suite qu'il y a un problème au niveau de l'avant-pied, c'est-à-dire au niveau des orteils ou la partie antérieure du pied. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir soit un ulcère, parce que vous êtes allongé pendant des semaines, vous pouvez avoir une ulcération du pied qui s'infecte. Ça peut être ça, comme ça peut être une ischémie. Le Covid, la maladie du Covid est potentiellement emboligène. Elle peut provoquer des embolies, c'est-à-dire le vaisseau qui se bouche et le sang n'arrive plus aux extrémités particulièrement. Est-ce qu'il a eu une ischémie du pied? C'est possible aussi. Donc c'est ça. Et quand on le voit revenir avec cette chaussure de Barouk, on devine tout de suite qu'il va repartir. Parce que vous ne pouvez pas revenir avec un pied malade et rester en Algérie. S'il est parti en Allemagne, c'est que quelque part, lui qui a toujours fait la promotion de l'hôpital algérien, il n'y croit pas, ça se voit. 1. 2. On voit très bien que le régime navigue à vue d'œil. Ils disent qu'il repart pour quelque temps. On ne sait pas combien. Il est rentré juste pour signer la loi de finances, pour promulguer la Constitution. Et le projet était de repartir le jour où il arrivait déjà. Il devrait repartir. Donc on est sorti d'une phase où le président Bouteflika était malade et on est revenu à l'Algérie nouvelle avec de nouveau, malheureusement, un président malade. Très bien. Restez avec nous, docteur Abdelhak. On va essayer de revenir sur cette question, docteur Abdelhak, mais je pense qu'on a été rejoint par professeur Smaïl Lalmas, économiste, analyste politique, qui est avec nous. Professeur Smaïl Lalmas, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam alaikum, Azoul. Bonsoir. Alaikum salam wa rahmatullah. Azoul filak, Oustad. Marhaba bik. Si on revient un peu, on avait parlé dans cette première partie de l'émission des déclarations d'Yahya Smaïl Lalmas. Comment vous les trouvez, lui qui a déclaré donc avoir reçu des lingots d'or et revendu donc ces lingots d'or dans le marché noir? Bien sûr, les Algériens sont choqués, mais sont l'être aussi parce qu'ils savent très bien que malheureusement la corruption dans le système algérien a été constitutionnalisée, si on peut dire ça. Écoutez, vous l'avez bien dit, hein, on n'est pas si surpris que ça. Le phénomène de la corruption, c'est tellement généralisé, c'est devenu une espèce de culture. Hein, donc, rien ne nous étonne. On savait que nos dirigeants, nos responsables étaient bien entraînés à ce genre de gymnastique de la corruption, donc c'était pas étonnant. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est un peu bizarre, c'est cette déclaration qui l'enfonce encore plus. C'est-à-dire là, il reconnaît qu'il a reçu des lingots d'or et qu'il a vendu aussi sur le marché noir. Bon, on sait que normalement, les présents et les cadeaux destinés aux chefs de l'État ou aux responsables sont normalement la propriété de l'État. Hein, vous allez voir, tous les chefs d'État et tous les cadeaux qu'ils reçoivent sont stockés dans un espace bien identifié avec une gestion rationnelle de tous ces cadeaux-là, avec des références, etc. Et c'est le bien de l'État. Donc là, je crois que c'est une personne qui a perdu tout espoir. Il est en train de se défendre comme il peut. Il n'a plus rien à perdre.
avec tout ce qu'il a comme affaire sur lui, enfin tout ce qu'il a comme affaire. Je pense que là aussi, on va s'attendre aussi à d'autres épisodes de la part d'autres responsables. Là, on va voir peut-être que celle-là va aborder dans la même direction. Donc tout cela n'est pas inattendu. On s'attendait à tout cela. Mais est-ce que vous pensez aussi moi, ce qui me dérange dans tout cela, c'est que le phénomène de la corruption, ce n'est pas que la chose physique, ce n'est pas que le détournement de milliards ou de lingots d'or, etc. Les répercussions sont beaucoup plus graves, beaucoup plus dramatiques. C'est l'image de tout un pays qui est en jeu. Vous savez que là où il y a la corruption, la compétence et le savoir et la science, etc., ne font pas bon ménage. Donc, l'investissement ne trouve pas place dans un milieu où la corruption est une réalité. Donc, les répercussions sont beaucoup plus graves et beaucoup plus dramatiques pour l'avenir du pays. Donc, redorer l'image de l'Algérie va être très, très difficile à planifier et à structurer. Je pense que c'est surtout ça qui pour moi, qui est important. Est-ce que vous pensez aussi que les déclarations d'Ouihia visaient d'autres personnes du système? Écoutez, si Ouihia a accepté les lingots d'or, je pense que les autres aussi ne vont pas se gêner pour accepter tous les cadeaux offerts par les émirs et par les responsables. Je crois que c'est clair que on avait des échos sur ça. On savait que les émirs notamment, quand ils venaient ici pour passer quelques moments de plaisir au niveau du Sud, en chassant tout ce qu'on avait comme richesse là-bas. Et je pense qu'ils venaient, mais en contrepartie, il y avait des choses, il y avait des lingots, il y avait des cadeaux, il y avait du diamant, il y avait beaucoup de choses en contrepartie. Donc, moi, je dis que les lingots d'or, ce n'est pas que pour Ouihia. Je pense que d'autres responsables ont bénéficié de ce genre de cadeaux. Et en contrepartie, je pense que la question, elle est là. C'est-à-dire, on n'offre pas des cadeaux à Agdabark. Je pense qu'il y a une contrepartie. C'est ce qu'on aimerait découvrir, on aimerait savoir et connaître. Très bien. Vous avez parlé de l'image de l'Algérie, Smaïl Lalmas. Vous êtes économiste, bien sûr, et vous savez très bien aussi le facteur de confiance qu'il faut avoir donc, dans ce secteur de l'économie pour attirer donc, les investisseurs. Est-ce que vous pensez, face à la situation que vit notre pays, et surtout économiquement, vous êtes bien sûr expert, est-ce que vous pensez que les choses vont se compliquer? Et je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, très souvent, je suis un peu surpris par la réaction de certains responsables, de certains experts, là, qui parlent de corruption et qui parlent des milliards détournés, etc. Moi, le problème, je l'ai dit tout à l'heure, est beaucoup plus important. C'est vrai que si on parle d'économie, on parle automatiquement d'investissement, on parle de production, et on parle de capitaux, on parle de confiance surtout. Mais avec tous les scandales que nous avons connus depuis quelques années, je suppose que ceux qui étaient animés de bonne volonté et qui voulaient investir dans notre pays, avec tout ce qu'il y a eu comme scandale, va les repousser et les pousser à réfléchir 36 000 fois avant de venir investir. Donc là ça fait fuir les investisseurs étrangers, mais ça fait aussi fuir les investisseurs locaux. Tous nos investisseurs, la majorité des investisseurs sont en mode pause. Tout le monde observe et essaie de voir le futur de l'Algérie sera quoi. Est-ce qu'on va continuer dans la corruption? Est-ce que c'est le même scénario qui va être reproduit les années futures? Si c'est le cas, ça va être encore plus dramatique. Donc, moi, je l'ai souvent dit que la seule solution pour que l'Algérie redémarre et redécolle et trouve la bonne voie, c'est essayer d'accompagner cette révolution, ce Hirak, pour réaliser ses objectifs, dont le premier objectif, c'est changer cet État qui a favorisé la corruption, qui a favorisé les corrupteurs et qui a surtout qui a géré le pays dans une impunité totale. Ces gens-là ont toujours été protégés. Il ne faut pas oublier, ce sont des gens qui étaient protégés par le pouvoir et par ce système. Donc, il faut y aller vers ce changement et il n'y a qu'avec ce Hirak-là qui va, avec toute cette dimension et cette belle image donnée à travers le monde, je pense que c'est ce Hirak qui va réussir à redorer un peu l'image de l'Algérie pour pouvoir essayer de bâtir les passerelles de confiance qui, pour moi, qui n'ont jamais existé ou qui ont été complètement détruites. Donc, il faut y aller, il faut penser à cette
cette trajectoire, aller vers un changement de régime qui ne pourra pas redorer son image. Ce n'est plus possible. Je crois que la corruption est tellement profonde et tellement importante que les scandales ont dépassé toutes les dimensions, que ça ne sera plus possible pour un régime pareil de redorer son image et de changer et de gagner la confiance et des nationaux et des investisseurs étrangers. Mais ce régime, Smaïl Lalmas, est venu avec ce cheval de bataille, donc combattre cette corruption qui a fait mal à notre pays. Et il a essayé de vendre donc ce projet aux Algériens. Il a parlé de cette nouvelle Algérie, d'une nouvelle mode de gouvernance. Est-ce que vous pensez que les Algériens, y croient encore à ce genre de discours? Bon, écoutez, on n'a jamais cru à ces discours-là, hein, même avant. Donc, il ne faut pas croire ce que vous voyez sur le JT de 20h. Hein. Donc, ces discours n'ont jamais eu un impact sérieux sur les Algériens, sur les citoyens, en tous les cas sur la majorité des Algériens, que ce soit les Algériens qui sont en Algérie ou ailleurs. Donc, au contraire, c'est un discours déjà vu, déjà connu, c'est du réchauffé. Donc, ils sont même pas capables d'adapter un nouveau discours avec la situation que nous vivons. Donc là, ça montre l'incapacité de ce système à se reconstituer, à se refaire une autre image. Donc là aussi, il y a de l'Algérie nouvelle, etc. On est en train de vivre ce film-là, on est en train de constater. Vous voyez d'ailleurs un président qui n'est pas là. Qu'on va faire appel à lui à chaque fois qu'on a besoin d'une signature, je trouve que c'est anormal. Et en plus de cela, la gestion de sa maladie a été tellement catastrophique que ça fait l'objet de blagues au niveau des cafés, etc. Donc je pense qu'il faudrait revoir tout ça et il faudrait comprendre une fois pour toutes que continuer dans cette direction ne mène nulle part. D'ailleurs, je l'ai souvent dit qu'on est en pleine destruction. L'Algérie, ils sont en train de détruire ce qui reste de ce pays-là. Et je pense que tant qu'ils restent à la tête de ce pays, l'Algérie ne changera pas. On pourra pas parler d'une nouvelle Algérie. C'est plus possible et c'est pas possible. On peut pas faire du neuf avec du vieux. On peut pas faire du neuf avec des gens qui ont tout fait pour casser ce pays. Très bien. Vous avez parlé, professeur Smaïl Lalmas, donc du retour de Tebboune en Allemagne. On va essayer de l'écouter juste avant son départ et je vous donnerai après la parole. On écoute Tebboune, encore une fois. أيها المواطنات والمواطنون، كما كان مبرمج منذ مجيئي من بداية الشفاء ألمانيا، كان مبرمج أن أعود لاستكمال بروتوكول الذي سطره الأساتذة. له بروتوكول ما تبقى إلى شيء قصير قليل جدا، ولكن بالضرورة لازم ننتهي وإلا نضيع كاع الشيء اللي ندار من قبل. وممكن تكون في عملية بسيطة جراحية على الرجل. مهم مدة الغياب إن شاء الله نتمناها وإن شاء الله تكون قصيرة جدا. وحتى إلى غادرت البلاد جسديا أنا متابعة يومية مع كل المسؤولين ومع كل وشاكر التجنيد على المسؤولين وبالأخص الجيش الوطني الشعبي سرير جيش التحرير على كل المجهودات اللي مبذولة في مساعدة المواطنين وفي إرساء الطمأنينة على مستوى الوطن. كذلك مؤسساتنا المنتخبة الحمد لله يعني الدولة واقفة ما زالت ماشية، والحكومة مثل ما قلنا فيها وعليها. إن شاء الله هذا. Smaïl Lalmas, الحكومة فيها وعليها. Donc le retour de Tebboune donc qui retourne en Allemagne. Est-ce qu'on est dans le remake de l'ère Bouteflika? Est-ce que vous pensez que le remake de l'ère Bouteflika se précise? Écoutez, ça me fait rappeler un certain responsable de l'époque de Bouteflika qui disait que le président ne gérait pas le pays avec ses pieds.
J'irai avec la tête. Donc là, on est un peu dans le même scénario, parce que j'ai entendu aussi d'autres parler de cette manière. Mais ce qu'il y a, c'est que, Anna, ce que je retiens, c'est la phrase « t'as fait hawaliha ». Et ça veut dire quoi? C'est comme si que c'est quelqu'un... Wallah, c'est quelque chose d'insensé, comme si que c'est quelqu'un d'autre qui a nommé le gouvernement. Il reconnaît Blé, c'est un gouvernement qui produit l'échec, qui n'a rien apporté, hein, et il continue à le maintenir et à gérer le pays avec un gouvernement que le président lui-même déclare qui présente de graves failles. Donc, ça veut dire quoi? C'est qui gère le gouvernement, qui a désigné ce gouvernement, qui a nommé des ministres et qui a le pouvoir d'apporter les changements nécessaires pour améliorer un peu, hein, le quotidien de la gestion de ce pays. Donc, il faut se poser la question. Donc, je connais qui va changer le gouvernement, c'est Merkel ou là? Donc, il faudrait comprendre, il y a des déclarations qu'on devrait quand même, quand ça vient d'un responsable, il faudrait mesurer un peu l'impact de ce genre de déclaration. Oh, d'accord, donc s'il n'est pas bon avec le gouvernement, et qui va apporter les changements nécessaires? Ou là encore, Mazel, on a le temps pour aller vers le ridicule. C'est quoi comment corriger cette histoire? Donc, moi je pense que encore une fois, ce genre de déclaration qui sont censées apporter un peu d'assurance à la population aggrave un peu les choses. On a vu la même chose avec le discours au niveau sur Twitter, qui au lieu d'apaiser a aggravé la c'est-à-dire la situation. Donc là, je pense que il faut arrêter de jouer avec l'avenir de tout un peuple. Il faut arrêter de jouer avec l'avenir de nos enfants. Il faut arrêter de jouer avec l'avenir des Algériens. La dernière fois, je ne sais pas où j'ai vu une émission, une déclaration de certains responsables, etc. Et il y a des général Flan, هذا جماعة تاع الفريق فلان، هذا جماعة تاع البريزيدون، هذا تاع الجيش je ne sais pas quoi. Mais il y a combien d'armées dans notre armée? Mais c'est quoi l'histoire جماعة تاع فلان وجماعة تاع فلان وجماعة تاع فلان؟ حنا حبينا une seule armée. On veut une seule institution avec قيادة واحدة, avec un seul responsable. Et جماعة تاع فلان وجماعة تاع فلان. وشكون جماعة تاع الجزائر؟ On peut jouer à la Champions League, سي اسماعيل. On peut jouer à la Champions League. ماشي Champions League هذه. Et voilà جماعة تاع الجزائر. Mais donc là, il faut quand même comprendre qu'il y a des déclarations qui sont dangereuses, qui sont graves. Donc arrêtons de jouer avec l'avenir de tout un pays. Il y a 44 millions d'Algériens. C'est quoi ça? Encore, on va continuer dans ce genre de cinéma. On a vécu déjà 5 ans, combien d'années sans président. Aujourd'hui, qui خلك نروحوا إلى الجديدة والجزائر الجديدة جابوا لنا تمسخير. رانا في تمسخير. Donc il faut arrêter, il faut à un certain moment se dire barakat. Même si on est mauvais, même حنا اللي رانا غالطين. يا جماعة, vous êtes est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? C'est ça, donc les lingots, etc. Vous savez, hein, ils ont pris, hein. C'est pas une histoire de lingots. Là, ils ont volé notre avenir, ils ont volé l'avenir du pays. Très bien. Reste avec nous, Smaïl Lalma, je vais revenir à vous. On a été rejoint par Mohamed Yanouran, journaliste depuis Alger. C'est Mohamed, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, Massa. Merci, Si Mohamed. Donc, les déclarations d'Ouihia, Si Mohamed, bien sûr, ça a été une déclaration qui est choquante. Parler des lingots d'or, du marché noir, mais aussi aujourd'hui, donc, Tebboune qui repart en Allemagne et dit-on, donc, ils nous disent il s'agit d'une petite intervention chirurgicale. Et là, on se pose la question, notre pays traverse une période très difficile, on vit vraiment dans une situation chrysogène, si je peux dire, qui touche à tous les niveaux. Quelle est votre lecture face à ces événements? Non, c'est clair que nous vivons dans deux planètes différentes. La planète Tachab et la planète Tal pouvoir. C'est le peuple qui s'inquiète pour l'avenir du pays. On le voit, on le sent.
كيفاش les Algériens quand on voit les Algériens comment qu'ils commentent les événements internationaux كيفاش كانوا يتبعوا ce qui se passe aux États-Unis كيفاش يتبعوا ce qui se passe au niveau régional إلى آخره. On sent que les Algériens sont inquiets pour l'avenir de leur pays. Mais le pouvoir, on le sent qu'il s'en fout complètement. Les déclarations que ce soit les déclarations de le président, surtout les déclarations de le président, on sent que c'est un président qui a vraiment, je rejoins ce qu'a dit M. Lalmas, vraiment un de l'ouest. Il a tout son temps. Et il va en Allemagne pour une petite intervention. يتمنى ان شاء الله يولي ان شاء الله donc il n'est pas sûr يولي ça sera pour une période courte l'absence تاعو ولا une longue absence. Il ne trouve pas de nécessité pour expliquer pourquoi il retourne en Allemagne. Bon, il dit c'est une intervention chirurgicale. Mais est-ce que pourquoi cette intervention chirurgicale il ne peut pas la faire en Algérie? Pourquoi l'Allemagne pour la faire? Il ne doit pas d'explication. Le gouvernement يضحك en rigolant, comme si c'est du jeu. Mais ce n'est pas du jeu, ce sont des affaires de l'État. Il faut les prendre au sérieux. Si vous êtes satisfait de ce gouvernement, il faut vous l'assumer. Sinon, vous changez de gouvernement parce que le bled, les solutions. Ça fait le peuple algérien était dans la rue pendant presque 2 ans, la crise du corona, et les Algériens sont toujours inquiets pour leur avenir, pour l'avenir du pays. Monsieur, c'est pas bon, c'est à cause de la pandémie, les chefs des Algériens, il a arrêté ces manifestations. Mais il est toujours mécontent, il l'a exprimé lors du scrutin, lors du référendum pour la nouvelle constitution, la révision de la constitution. Donc, ça n'inspire rien pour le président. Le gouvernement fait en attendant. Sabri Boukadoum, qui avait donc déclaré juste après le retour d'Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie va passer à la vitesse supérieure pour relever tous les défis qui se posent à elle aujourd'hui. Est-ce que le retour d'Abdelmadjid Tebboune en Allemagne, on va essayer donc de revenir sur, comme on dit chez nous, avancer à l'arrière? Pour relever tous les défis, passer à la vitesse supérieure pour relever tous les défis, ce sont des défis qui nous attendent depuis 62. Donc je ne sais pas à quelle vitesse supérieure on pourra rattraper le retard. Malgré ça, on passe à la vitesse supérieure, on fait une vitesse vraiment qui m'égoule à point mort, mais je ne mets pas la première. On a un point mort. Nous sommes le président, ça fait quelques jours. Il a réuni le gouvernement pourquoi? Bon, ils ont fait un communiqué. Mais ils ne nous ont pas donné de détails. C'est une réunion, c'est un conseil des ministres consacré à l'évaluation de l'année qui a écoulé de son mandat. On n'a pas vu vraiment un rapport détaillé sur cette évolution. Même il a réuni l'équipe la Rabat, l'équipe de la commission, avec la commission pour la révision de la loi électorale, qui devait lui remettre le document de la révision de la loi électorale en espace de 10 jours, à le rendez-vous qu'il leur a fixé, qui est en Allemagne. Quand il a fait son premier discours en Allemagne, on est à 3 semaines ou là, je ne sais pas, il les réunit pour leur donner un délai ouvert. Mais quand est-ce qu'ils vont remettre ce document? Le plus bref délai au classe. Donc on est resté toujours. C'est pour ça que les conduits dans 2 planètes. Donc la vitesse supérieure et la vitesse supérieure c'est pas on ne conçoit pas de la même manière. La vitesse supérieure ou les enjeux ou l'urgence qui attend le bled. Pour eux, la vitesse supérieure ou les enjeux, les défis, c'est un siècle à Dom Loire. Il n'y a pas de problème. Pour nous, parce que nous avons des problèmes, nous vivons ces problèmes-là, ces problèmes sociaux, ces problèmes économiques, nous cherchons et nous inquiétons pour l'avenir. Nous voulons des solutions. On attend de voir les solutions. Tant qu'on ne voit pas de solutions concrètes, on est inquiet. Non, ils ne sont pas inquiets. La preuve, ce qu'a dit Ouihya au tribunal. Voilà pourquoi ils ne s'inquiètent pas. Donc la situation les arrange éperdument, les arrange complètement.
كي يتقلقوا يروحوا يجبدوا الاخر يروحوا يبيعوا في المارشي باراليل يا با دو بروبليم يفتحوا دي كونت بونكير كيما يحبوا يا با دو بروبليم. حنا بور اوفرير ان كونت بونكير لازم لك لا ريزيدونس لازم لك ليكستر نيسونس لازم لك بزاف حكايات بور اوفرير ان كونت بونكير وهم يبيعوا اوفرير ا نيبورت كيل مومون دون نيبورت كيل بانك ديسكريتمون publiquement, il n'y a pas de problème, ils n'ont aucun problème. Donc tous ces problèmes-là, eux, ils ne les vivent pas. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer, Mohamed Nouran, est-ce que vous pensez que le Hirak, parce qu'il y a une nouvelle donne, on n'est plus dans l'ère de Bouteflika, il y a tout un peuple, il y a une volonté d'un peuple qui est là aussi, qui est le Hirak, cette révolution. Est-ce qu'ils peuvent continuer à gérer l'Algérie de la même façon qu'ils l'ont fait depuis 62, si on peut dire, et est-ce qu'ils ont les moyens? Vous êtes en train de parler de l'inquiétude du peuple face à toutes les difficultés qu'il est en train de vivre, surtout la situation donc sociale, économique. Est-ce que le régime aussi a les moyens de continuer? Je ne pense pas que le régime ait les moyens nécessaires pour continuer sur ce rythme. Parce que le peuple algérien il est inquiet et il est exigeant maintenant, ce n'est plus comme avant. Et puis ce régime a consommé tous ses mythes. Je pense que c'est beaucoup plus la panne qui fait que ce régime montre ce visage de la passivité. Je pense qu'ils sont en panne d'idées, n'ont pas de solution, donc ils attendent la fin au khlas. C'est ça, c'est comme quelqu'un qui joue aux cartes à un moment où il est sûr qu'il a perdu la partie, mais il ne peut plus jouer. Ou il peut une solution, mais il sait qu'il a perdu la partie, il ne peut plus continuer à jouer. C'est ça la situation du pouvoir aujourd'hui. Et ils savent qu'ils n'ont plus de cartes à jouer. Ils attendent, ils demandent au peuple qu'ils les comprennent, qu'ils comprennent la situation et c'est ça. Sinon, tu organises des élections présidentielles, tu sais que tu es mal élu. Ensuite, tu organises un référendum et tu obtiens un résultat encore défavorable, plus que défavorable par rapport déjà les résultats que tu as obtenus des élections présidentielles. Et tu fais passer cette constitution et tu veux encore organiser d'autres élections. Ça prouve que tu n'as pas de solution, que tu ne veux pas admettre la réalité, c'est tout. Donc c'est une question de temps. Maintenant, le peuple, que peut faire le peuple? Le peuple, à mon avis, je l'ai toujours dit, il a fait son devoir. Le peuple a exprimé ses préoccupations. Il a exprimé sa volonté. Il a refusé ce régime à maintes fois. Il a refusé le 22 février. Il a refusé les solutions proposées après la démission de Bouteflika. Il a refusé la solution de l'élection présidentielle. Il a refusé la solution de la révision constitutionnelle. Et il continue à refuser ce régime qui ne propose pas de solution. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas que ce régime, que ce pouvoir, que ce gouvernement attende encore l'explosion sociale, une explosion que ça dégénère, pour prendre la décision de quitter définitivement ou d'aller vers le changement. Les solutions radicales. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Douane Nouran. Je vais donner la parole à Adel Djebbar. Adel Djebbar, vous avez entendu Mohamed Douane Nouran qui a dit que le système est en panne. Il est en panne d'idées, de solutions, et que de l'autre côté aussi, le peuple a fait son devoir avec, bien sûr, le Hirak, la révolution pacifique. Comment vous voyez les choses? Quel est votre constat par rapport à ce que traverse notre pays? On parle d'un régime qui vit dans une autre planète, carrément. Non, il faudrait que nous comprenions définitivement et inconditionnellement, et sans absolument aucune réserve, que nous avons affaire à de véritables aventuriers qui sont atteints du syndrome de Las Vegas. Le syndrome de Las Vegas, c'est le syndrome qui touche tous les gamblers, qui ont toujours en tête qu'ils peuvent gagner contre un casino et contre les machines à sous. Plus tu leur donnes de l'argent, plus ils les mettent dans la machine à sous, plus ils les perdent et plus ils reviennent pour vous dire il n'y aura absolument rien qui viendra d'eux à l'époque où on avait engrangé 1000 milliards ou 1200 milliards selon certains experts de dollars
Il n'y a rien. Le pays est, je vous dis, il fait partie des pays les moins avancés aujourd'hui. Des pays comme le Rwanda, l'Éthiopie, le Kenya, etc., ou le Ghana, ou même le Sénégal, ont pris de l'avance sur nous. Quant au Maroc ou à la Tunisie, je n'en parle pas malgré les problèmes. Maintenant, ce Bourkadoum-là qui est en train de se foutre de notre gueule, il est en train de nous dire, attendez, vous allez voir, au retour du président, on va passer à la vitesse supérieure. Moi, je ne l'ai jamais vu. Quelqu'un courir plus vite qu'une gazelle, alors que c'est un handicapé total. Qu'il sache, ce monsieur-là, que le temps de l'esbrouf est terminé. Les Américains sont venus la dernière fois, le secrétaire d'État à la Défense, il n'est pas venu prendre des crevettes à la pêcherie ou chez le sauveur à Ain Binyan, à la Madrague. Ils sont venus pour dire, écoutez, nous vous avons supporté, vous avez signé votre référendum, vous avez ramené votre président, vous avez signé votre constitution, vous avez signé votre loi de finances, qui n'est pas une loi des finances, mais une loi. C'est une loi pénale financière qui est en train de pénaliser les Algériens. Aujourd'hui, nous attendons que vous réagissez et que vous commencez à exécuter les ordres qu'on vous a donnés. Concernant l'économie, le professeur Lalmas a été très clair. Et moi, je vis à côté de la plus grande bourse du monde aujourd'hui, ici, à 500 km. On sait une chose, c'est que l'argent a horreur du bruit. L'argent, c'est d'abord la confiance. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement. Quel est le cinglé qui va venir risquer un coupec quand en face de lui, il y a une dictature qui ne produit que la corruption? Et là où il passe, c'est la prébende, c'est 10%, 15% ou 20%. Moi j'ai lu des informations dans lesquelles il est stipulé que des généraux, des officiers supérieurs de l'armée sont impliqués dans une affaire de corruption dont le dossier est ouvert auprès du tribunal pénal de Paris depuis 15 ans. Et puis la justice ou le semblant de justice algérienne ne réagit pas. Et donc il faut arrêter de nous mentir. Les Algériens ont pour programme de sauver un pays, de sauver leur devenir et celui des générations qui vont venir. Ces gens-là sont obnubilés par la survie de leur régime. L'Algérie ne les intéresse pas du tout. C'est Baqarat al-Haloub, ils sont là, ils sont en train de pomper. Quant à se dire jusqu'à quand, du temps et aussi longtemps que nous resterons dans cette situation-là et que nous ne constituons pas une force de proposition pour les dégager. La seule solution, c'est que ce système-là soit dégagé. Il n'y a pas d'autre solution. Un pouvoir légitime, un gouvernement légitime avec des élus, ils peuvent faire endosser aux Algériens la plus grosse austérité qui soit. Les Algériens accepteront l'austérité et ils redémarreront. C'est un pays à fort potentiel humain et minier. Restez avec nous, Adel Jabbar, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je dois donner la parole aux autres invités. Abdelhak Sarrab, est-ce que doit-on s'inquiéter de l'avenir de notre pays autant qu'Algérien, bien sûr, mais aussi de l'autre côté, on se pose la question, quelle solution? Adel Jabbar a parlé de la force de proposition. C'est vrai que le Hirak a assumé sa responsabilité, il est sorti en millions, des centaines de jeunes ont été jetés, des journalistes ont été jetés en prison, mais aussi, quelle proposition pour s'en sortir? Très rapidement, Abdelhak Sarrab. Oui, Monsieur Jody, nous faisons du surplace depuis 62. Le ministre des Affaires étrangères parle de vitesse supérieure. Mais vous savez, un objet qui est statique, il a une vitesse qui est égale à 0. Et si vous mettez 100 km à l'heure à 0, le 0 étant un chiffre absorbant, vous restez toujours dans une situation statique. Nous faisons du surplace depuis 62. La preuve, le président de la République s'en va en Allemagne, il confie le pays à qui? Est-ce qu'il a parlé des institutions? Est-ce qu'il a parlé du Parlement? Non, il a parlé de l'armée. En 62, on a dépanné avec l'armée pour lancer les fondations d'un État, mais aujourd'hui, on est dans la même situation. On a une seule institution qui est l'armée. Et on n'a pas autre chose. Et donc, il y a une faillite d'un système qui fait du surplace depuis 62. Autre chose, faisons un peu de géopolitique. Le fait que M. Macron accorde une interview il y a quelques semaines, voire même 2-3 mois, à Jeune Afrique, où il parlait de son soutien inconditionnel à M. Tebboune, le courageux. C'est un message clair et net. Il soutient le 5e mandat sans Bouteflika. Et nous sommes dans le 5e mandat sans Bouteflika. Le va-et-vient de M. Tebboune en Allemagne, le défilé des autorités, des responsables américains et français à Alger,
c'est une reconnaissance d'un régime impotent. Il nous impose un 5e mandat, sans Bouteflika. Et donc là, effectivement, M. Adel Jabbar a raison. Il faut que les élites algériennes, qu'elles soient intellectuelles ou politiques, cessent de décrire une faillite si évidente. Le régime a fait faillite depuis 62. Le régime, en interdisant la politique en 62, c'est un régime mort-né. Quand vous interdisez la politique à un peuple, à une société, vous l'étouffez, vous la privez d'oxygène. Il n'y a pas de vie sans oxygène et il n'y a pas de société sans politique. Le régime algérien a une caractéristique. Il ne fait de la politique que pour interdire la politique. Et on ne peut pas bâtir un État sans politique. Et donc, il y a une faillite qui est si évidente, on n'a pas besoin de la décrire. Tous les 3 jours, on revient pour décrire une faillite, c'est évidente. On est en train de se lamenter. Il va falloir que les élites intellectuelles et politiques s'organisent une fois pour toutes, créent une instance des opposants algériens et aillent vers le minimum d'Algériens responsables qui aiment ce pays, qui continuent à comprendre. Il y a une faillite généralisée. Le pays est en danger de mort. Le pays est en danger de mort. Et il va falloir que les élites mettent au point un appel à la nation pour que tout le monde bouge, y compris les décideurs. Moi, je suis persuadé qu'au sein des décideurs, il y a des gens qui aiment ce pays. Il y a des gens qui sont conscients de la gravité de la situation. Et qu'on arrête de dire qu'ils dégagent tous. Ils ne sont pas tous corrompus. Il y a des gens propres comme vous et moi, comme nos invités, au sein de l'équipe dirigeante. Il va falloir discuter avec ces gens et sauver ce qu'on peut sauver de ce pays. Très bien. Restez avec nous, Abdelhak Sarrab. Professeur Smaïl Lalman, je vous donne la parole à vous. Le pays est en danger, sont en train de dire nos invités. Bien sûr, vous avez parlé d'un constat. Et souvent, on fait des constats dans nos émissions qui font mal aux Algériens. Et des fois, ils nous en veulent. Ils disent, quand vous invitez des représentants du Hirak, des professeurs en économie, des politiciens, des chefs de parti, poussez-les un peu à parler des solutions. Comment peut-on s'en sortir, Smaïl Lalmas, de ce gouffre, de cette situation qui est très difficile pour notre pays, non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau économique? Vous savez, j'ai souvent apporté quelques solutions à chaque fois qu'on me posait la question. Donc, moi, je ne peux pas dissocier la politique de l'économie. J'ai toujours dit que l'économie était le cœur de la politique. Donc, si on veut, disons, parler d'économie, on devrait comprendre que l'économie, c'est 2 pôles, c'est divisé en 2 pôles, c'est production et consommation. La production, c'est la création de richesses, c'est l'investissement. L'investissement, c'est la confiance. La confiance, on peut l'avoir qu'avec une politique qui respecte le citoyen, qui respecte la volonté populaire. Donc, la confiance, on ne peut l'avoir qu'avec la légitimité. Tout ça nous ramène à dire qu'on ne peut parler de développement économique s'il n'y a pas de légitimité. Donc, il faut passer par la légitimité. Cette légitimité est nécessaire. Ce n'est pas un souhait vague, c'est une nécessité pour développer ce pays, pour construire les passerelles de confiance qui sont nécessaires pour attirer les investisseurs, pour attirer les créateurs de richesses, pour attirer les compétences et pour attirer les compétences au niveau national, pour mobiliser les compétences au niveau algérien qui sont à l'international. Et toutes ces compétences sont prêtes à venir à bâtir ce pays, mais autour d'un projet réel, mais dans la transparence et dans la légitimité. Donc, il faut y aller vers le changement de régime. Quand on parle de régime, on parle de personnes formatées à des pratiques. Les pratiques ont conduit l'Algérie à la dérive, ont conduit l'Algérie à la faillite. Donc, finalité, l'économie, c'est l'investissement. Et l'investissement, c'est la confiance. La confiance, c'est la légitimité populaire. On ne peut pas construire l'Algérie sans les Algériens. Donc, il faut mettre en place une feuille de route qui va s'appuyer sur l'aspect ADA, une feuille de route qui va nous permettre d'aller vers la construction d'un État de droit basé sur des institutions légitimes. Pour cela, il faudrait que ce régime comprenne qu'on ne peut pas accepter l'état de fait actuel. On doit négocier pour le départ de ce régime et pour mettre en place la feuille de route qui va nous mener vers la construction d'un État de droit pour sauver l'Algérie. Donc là, ce n'est plus un luxe,
c'est pour sauver l'Algérie. Donc, vous allez me dire, est-ce que nous sommes dans le détail du détail, nous avons le modèle économique, est-ce qu'on va rester pour le modèle rentier ou non? J'ai toujours dit qu'il faut y aller vers un modèle de diversification économique basé sur l'exportation des biens qui vont compenser les recettes pétrolières. Mais tout cela ne peut se faire sans le moteur de croissance, le moteur de développement économique qui est l'investissement. C'est le secret. Il n'y a pas autre chose. Donc, il faut comprendre que tout ce qu'on fait, tout est lié à la politique. Et la politique doit, et le politique doit la politique, Smaïl Lalmas, et la politique, c'est les rapports de force, Smaïl Lalmas. Est-ce que vous pensez que le Hirak est un rapport de force pour donc forcer, si on peut dire, le régime à accepter cette feuille de route qui peut sauver le pays? Vous savez, moi j'ai toujours dit que sauver le pays passerait par la continuité de ce Hirak, la continuité de cette mobilisation populaire. Parce que il faut comprendre que les marches ou le Hirak est un moyen de pression sur ce régime. Donc, on doit utiliser tout ce que nous avons comme atout pour faire pression sur ce régime-là qui doit partir. Maintenant, ce qu'on voit, quand vous parlez, notre ami a parlé le va-et-vient, les Américains et les Français, etc. C'est vrai, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On voit que finalement, le régime est en train d'essayer de mobiliser ses relais extérieurs parce que le régime, depuis 1962, est basé sur ses alliés extérieurs pour la simple raison qu'il n'a jamais donné considération au peuple. Il ne s'est jamais appuyé sur le peuple pour consolider sa position pour sauver le régime ou la maintenir ce régime. Donc, le va-et-vient est fait dans ce sens. Là, le régime est en train de se redéployer, essayer de reconstruire les passerelles, peut-être qui ont été cassées ou là un peu brisées ou là détruites ou là, les relais à dos sont nécessaires pour maintenir le régime. C'est pour ça qu'on est en train de voir de la valse, c'est-à-dire les diplomates et les militaires américains et français. Donc, on est en train de continuer à diffuser le même message. Il est nécessaire de continuer cette révolution. Il est nécessaire de continuer ce Hirak. Il est nécessaire de reprendre les marches. C'est le souhait des citoyens qu'on croise dehors. Donc tout le monde me demandait de la faute. Alors on va reprendre. Et maintenant, il faut comprendre que la révolution est le fruit d'une intelligence collective. Donc, c'est tous les citoyens qui doivent, disons, aller vers la même direction et comprendre que les marches ou la révolution, ce n'est pas un luxe, ce ne sont pas une histoire de balade, mais c'est une nécessité pour essayer de changer les choses, pour sauver le pays. Maintenant, pour l'histoire de Bokhadoum, l'histoire de l'intervention de Sibou Khadoum, je pense que tout le monde a constaté que c'était l'intervention du futur Premier ministre. Normalement, c'est Djallat qui aurait dû parler et aborder les projets de développement et de relance, etc. C'est M. Bokhadoum qui l'a fait. Donc, je pense qu'ils sont en train de préparer pour devenir le futur Premier ministre après le retour d'Assit Boun. Voilà, frère. Et ça qui fait aussi poser la question, l'Alma, sur les déclarations d'Abdelmajid Tebboune, qui dit que le Houkouma fiha wa aliha. Là, on se pose vraiment la question. Est-ce que ce gouvernement va tenir peut-être une semaine ou deux? C'est juste le temps. Merci. Le temps qu'il revienne, c'est bon, et je pense qu'il va. Même le temps de revenir, il n'a pas été précisé. Il a dit, Inch'Allah. On va donner Mohamed Diwanouran, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Mohamed Diwanouran, désolé, on vous a fait attendre, mais vous aurez le mot de la fin. Smaïl Lalmas a parlé donc de la nécessité de continuer ces marches. Ce n'est pas un luxe, il a dit. Est-ce que vous pensez que le salut de l'Algérie viendra de la force ou du retour de cette révolution? La révolution continue, elle ne s'est pas arrêtée. Bon, je ne sais pas si c'est les manifestations qui vont
si les manifestations vont d'abord reprendre ou pas, si c'est les manifestations qui vont changer les choses. Mais une chose est sûre, la solution viendra du peuple. Ça ne viendra pas de ce système, car c'est un système qui est complètement, non seulement dépassé, qui est incapable de produire des solutions, mais c'est un système aussi qui est complètement discrédité aux yeux de l'opinion internationale et aux yeux de l'opinion nationale. L'Algérien aujourd'hui ne croira plus jamais à aucune décision ou solution ou même les textes de loi produits par ce système. Quand on chante au peuple depuis 50 ans, pas seulement soit 20 ans ou les 20 dernières années, on lui chante on lui répète le discours nationaliste, on lui dit, on lui fixe les règles sur lesquelles il doit, les règles administratives, les règles judiciaires, les règles sur lesquelles il doit marcher et que les dirigeants ne respectent pas. Bon, on savait tous que les dirigeants ne respectent pas la loi, ils sont au-dessus de la loi. Et la loi est appliquée uniquement aux faibles, ça on le savait depuis longtemps, mais de là que le Premier ministre nous dit comme ça publiquement devant le tribunal qu'ils vendent des lingots d'or au marché parallèle, alors que les Algériens sont interdits même de vendre 1 centime, ou quand ils vont à l'étranger, ils n'ont pas le droit d'avoir plus de 1000 euros dans la poche, sinon ils seront arrêtés au niveau de la douane. Et là, c'est maintenant... Il n'y a aucun Algérien maintenant qui va croire à l'avenir à une décision annoncée par le gouvernement algérien ou du pouvoir d'une manière générale. Donc c'est un système qui est complètement discrédité. Même s'il décide une chose aujourd'hui, et c'est tout le monde, même les partenaires, les citoyens, savent que cette décision est arbitraire, elle sera remise en cause un jour ou l'autre, elle sera remise en cause. Donc, toute perte de temps avec ce régime est un pas, est une avancée vers l'effondrement, quoi, vers le danger. Très bien. Merci Mohamed Iwanoural. Vous avez dit que le système est totalement discrédité. Vous avez dit que la solution viendra du peuple. Merci à tous nos invités. Merci à Dr Abdelhak Sarrab, médecin analyste politique qui était avec nous via Skype depuis la France. Merci à Adel Jabbar, analyste politique qui est avec nous aussi via Skype depuis le Canada. Et merci au professeur Smaïl Almas, économiste, analyste politique qui est avec nous via Skype depuis Alger. Merci à Mohamed Iwanoural, notre confrère journaliste qui est avec nous depuis Alger aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ya'tikoum saha. Et je vous retrouve dans d'autres émissions. Salah. بقوا على خير.